À l'aube, quand les rues de Paris dorment encore sous un voile de silence, Élise Laurent pousse la porte latérale d'un immeuble imposant situé sur l'avenue des Champs-Élysées. Elle y entre chaque nuit depuis 3 ans, balai et seau à la main, pour nettoyer les bureaux étincelants de l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques de luxe de France. Le monde qui y évolue le jour, talons claquant sur le marbre, voix pressée au téléphone, parfums coûteux flottant dans l'air, n'a rien à voir avec le calme étrange qui règne quand elle y travaille. Personne ne la remarque, ni les cadres croisés par hasard tôt le matin, ni les vigiles blasés qui ne lèvent même plus les yeux. Pourtant, Élise connaît chaque recoin du bâtiment. Elle pourrait dire, en fermant les yeux, où est posée chaque tasse oubliée, quelle odeur appartient à quel directeur, ou quel nom figure sur les plaques dorées qui ornent les portes. Elle est invisible, mais elle voit tout. Élise a 26 ans. Elle vit seule dans un petit studio de Montreuil, au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur. Une kitchenette, un lit en fer forgé hérité de sa mère, une étagère penchée surchargée de livres trouvés dans les rues ou sur les marchés. Ses vêtements sont simples. Son unique robe, longue, grise, légèrement élimée aux manches, appartenait à sa mère, couturière disparue trop tôt. C'est tout ce qu'il lui reste d'elle, en dehors d'une boîte en carton remplie de boutons et d'épingles rouillées. Chaque soir, avant de partir, Élise attache ses cheveux en un chignon rapide, glisse un carnet dans sa poche arrière et prend le métro. Durant le trajet, elle observe les gens avec une curiosité tendre. Les regards perdus, les mains fatiguées, les écouteurs vissés aux oreilles. Elle aime imaginer les histoires qu'ils ne racontent jamais. Dans son carnet, elle note des phrases volées, des pensées fugitives. Certains soirs, en nettoyant les miroirs, elle y laisse discrètement un mot ou une citation, pour voir si quelqu'un les remarque. Mais personne ne dit jamais rien. Elle connaît pourtant chacun de ces visages qui peuplent les couloirs le jour. Antoine Bellamy, le PDG charismatique, grand, élégant, toujours en costume bleu nuit, qui traverse les étages entouré d'assistants nerveux. Claire Morel, la directrice des ressources humaines, dont les talons résonnent comme des coups de marteau sur le carrelage. Et puis les autres, le chef de marketing, les designers, les responsables des campagnes publicitaires. Tous beaux, sûrs d'eux, parfumés d'ambition. Élise, elle, se contente de passer entre leurs ombres. Elle n'est pas malheureuse. Il y a une forme de liberté dans l'anonymat. Elle aime le calme, le silence des bureaux vides, la lumière dorée des veilleuses, le bruit du chiffon sur le verre. Elle aime surtout ne pas avoir à jouer un rôle, ne pas prétendre. Mais parfois, dans les reflets des vitrines, elle s'interroge. Et si quelqu'un, un jour, la voyait vraiment? Une fois, alors qu'elle nettoyait une salle de réunion, elle est tombée sur un carnet oublié. Curieuse, elle l'a ouvert et y a trouvé des croquis de flacons de parfum, accompagnés de notes à la plume. Des idées novatrices, poétiques, presque naïves. Rien de signé. Elle a pris une photo, a copié une phrase dans son carnet, puis a remis le tout en place. Depuis, elle se demande si ses idées ont un jour été lues. Ses collègues de nettoyage sont discrets. Certains font ce travail depuis plus de 10 ans. Ils parlent peu. Les échanges se font à la machine à café ou dans les vestiaires. Certains plaisantent, d'autres râlent sur les salaires, sur les horaires, sur les produits ménagers trop forts. Mais personne ne parle de rêve ni d'avenir. Pas dans ce monde-là. Madame Colette, la plus ancienne, est différente. Elle a des mains tordues par les années, mais des yeux vifs comme ceux d'un renard. Ancienne couturière pour les maisons de haute couture, dit-elle. Élise l'écoute avec attention quand elle raconte ses souvenirs de soie et de défilé, entre 2 gestes de serpillière. Parfois, elle lui montre comment recoudre un ourlet ou renforcer un tissu abîmé. Un vêtement peut tout changer, ma petite, mais il doit porter une histoire. Ce soir-là, Élise finit plus tard que d'habitude. En sortant du dernier bureau du 8e étage, elle s'arrête un instant devant la grande baie vitrée. Paris s'étend devant elle, lumineuse, immense. La tour Eiffel clignote au loin. Elle respire lentement, le front contre la vitre froide. Elle ne sait pas encore que sa vie est sur le point de basculer. Elle ramasse son seau, son balai et referme la porte derrière elle. Le silence règne encore, mais quelque chose imperceptiblement a commencé à changer. C'était une nuit comme tant d'autres, humide et silencieuse. Le 8e étage, réservé aux hauts dirigeants, brillait de son éclat habituel, bien que déserté à cette heure tardive. Élise, gantée et concentrée, faisait glisser la serpillière en longues bandes régulières,
le bruit du plastique mouillé frottant contre le sol comme une respiration rythmée. Elle aimait cet étage. C'était là que l'on trouvait les plus beaux bureaux, les décorations les plus fines, les parfums les plus enivrants. C'était aussi là que les oublis étaient les plus révélateurs. Une cravate laissée sur un dossier, une note griffonnée à la hâte sur un coin de feuille, un rouge à lèvres oublié sur une table de réunion, ces objets racontèrent les histoires de ceux qui vivaient là le jour. Alors qu'elle nettoyait près d'un grand bureau en bois foncé, un souffle d'air léger provenant d'une fenêtre mal fermée fit voler quelques feuilles. L'une d'elles glissa sur le rebord, se plia et tomba, droit dans son seau d'eau savonneuse. Instinctivement, Élise la récupéra, les doigts tremblants, cherchant à éviter qu'elle ne se désintègre. Le papier était épais, ivoire, orné d'un sceau doré estampé du logo de l'entreprise. L'eau avait commencé à imbiber les bords, mais le texte restait lisible. Intriguée, elle le déplia avec précaution et lut. Il s'agissait d'une invitation officielle. Le texte calligraphié annonçait en termes pompeux le prestigieux bal de gala annuel de l'entreprise, organisé dans un hôtel particulier près de la place Vendôme. Seuls les cadres de haut niveau, quelques célébrités partenaires de la marque et des invités triés sur le volet y étaient conviés. La soirée promettait d'être fastueuse, habillée de cristal, de champagne millésimé et de discours élégants. Le nom du destinataire était inscrit en bas, mais l'encre, effacée par l'eau, avait laissé une trace floue. Pourtant, quelque chose l'intrigua. Juste en dessous, une version imprimée portait le nom Élise Laurent. Elle relut plusieurs fois, croyant à une hallucination. C'était impossible. Son cœur battait plus vite. Elle regarda autour d'elle, cherchant une caméra, une blague, une explication logique. Une employée de nettoyage invitée à un événement aussi prestigieux? Elle pensa d'abord à une erreur, peut-être un mauvais paramétrage lors de l'impression ou une plaisanterie cruelle. Mais le papier, l'encre, le cachet, tout était authentique. Élise descendit les escaliers en courant, tenant le carton mouillé comme un objet précieux. Le hall d'entrée était vide, sauf pour le veilleur de nuit, un homme grand et rond, toujours plongé dans ses mots croisés. Elle s'approcha du comptoir, hésitante. « Pardon, j'ai trouvé ceci dans un des bureaux. Il est à mon nom, mais je suppose que c'est une erreur. » Le gardien, sans même lever les yeux de son journal, attrapa le carton, l'examina quelques secondes, puis haussa les épaules. « Ah, vous êtes Élise Laurent ?» demanda-t-il d'un ton nonchalant. « Oui. » Il griffonna quelque chose dans un cahier, puis répondit comme s'il annonçait l'heure. « Alors c'est pour vous. Pas de souci, votre nom est sur la liste. » Elle resta figée, le cœur battant fort. Ce n'était pas une erreur. « Mais je suis employé de nettoyage. » Il haussa les épaules, indifférent. « Écoutez, mademoiselle, je fais que suivre la feuille. Si c'est marqué Élise Laurent, c'est que quelqu'un vous a mise sur la liste. Voilà tout. » Elle reprit l'invitation avec des gestes mécaniques. Ses jambes semblaient en coton. En remontant dans le vestiaire pour finir son service, elle n'arrivait pas à détacher son regard du carton humide. Chaque mot imprimé semblait la regarder, la juger. L'invitation parlait de tenue de soirée obligatoire, de tapis rouge, de réception au champagne et de cérémonie d'honneur pour les valeurs de la maison. Des valeurs? Elle nettoyait les couloirs. Elle n'avait jamais assisté à une seule réunion, n'avait jamais été saluée autrement que d'un signe de tête distant quand on la voyait. Et pourtant, le nom était bien là, imprimé, officiel. Une part d'elle voulait déchirer le carton, le jeter dans la poubelle la plus proche. C'était forcément une erreur, et elle savait très bien ce que devenaient ceux qui osaient sortir de leur place, des sujets de moquerie, des anomalies que l'on remet à leur place sans ménagement. Mais il y avait une autre part, bien plus discrète, plus ancienne, presque oubliée, qui murmurait qu'il fallait garder ce carton. Ne rien dire, ne pas fuir, juste attendre, voir. Au vestiaire, elle glissa l'invitation dans la poche intérieure de son manteau et n'en parla à personne. Du moins, pas cette nuit-là. Mais les jours suivants, le doute ne la quittait plus. À chaque fois qu'elle nettoyait un bureau, elle scrutait les regards, guettait un sourire, une allusion, un piège. Rien. Tout continuait comme avant, comme si rien n'avait changé, sauf pour elle. Finalement, une fin de soirée, elle en parla dans le réfectoire, entre deux cafés tièdes, alors que les autres finissaient leur sandwich. Les réactions furent immédiates. « Un bal? T'es sérieuse ?» dit Mehdi en ricanant.
Tu rêves, ma belle, renchérit Soraya. C'est pas pour nous, ces trucs-là. Mais Madame Colette, assise en silence dans un coin, posa calmement sa tasse avant de fixer Élise avec une intensité inhabituelle. Tu comptes y aller? Élise hésita. Je sais pas, je veux dire, c'est absurde. La vieille femme plissa les yeux. Ce qui serait absurde, c'est d'être invité et de refuser. T'as quelque chose à te mettre? La question tomba comme un coup près. Le visage d'Élise se ferma. Elle secoua la tête. J'ai que cette vieille robe grise, celle de ma mère. Un silence suivit. Puis Colette hocha la tête comme si tout venait de se mettre en place dans son esprit. Alors viens chez moi demain, à Saint-Denis. On verra ce qu'on peut faire. Les autres rirent, marmonnèrent que c'était une perte de temps. Mais Élise, sans savoir pourquoi, accepta. Peut-être parce que c'était la seule personne à ne pas rire. Peut-être parce qu'elle n'avait rien à perdre. Peut-être parce qu'au fond, une part d'elle voulait vraiment y aller. Elle n'avait pas encore conscience que cette décision, anodine en apparence, allait déclencher une chaîne d'événements capables de bouleverser l'ordre établi. Ni que, quelque part dans les couloirs feutrés de l'entreprise, quelqu'un l'avait bel et bien vue, pas comme une employée invisible, mais comme une possibilité. Et ce carton humide, tombé dans un seau d'eau sale, venait d'ouvrir une porte que personne n'attendait. Surtout pas elle. Les jours suivants furent empreints d'une tension sourde qu'Élise n'avait jamais connue auparavant. Chaque nuit, elle effectuait son travail avec la même précision, la même discrétion, mais l'invitation dissimulée dans un tiroir de son studio à Montreuil semblait irradier une chaleur étrange. Elle n'osait pas la regarder trop longtemps, comme si les mots calligraphiés pouvaient lui sauter au visage et lui rappeler qu'elle n'avait rien à faire là. Ce carton blanc, presque sec désormais, devenait plus qu'un papier, un rappel constant d'un événement auquel elle ne se sentait ni attendue ni prête. La date approchait. Il restait moins d'une semaine. Les conversations autour d'elle se focalisaient sur les promotions de fin d'année, sur les primes, sur les tensions entre services. Personne, pas même ses collègues du nettoyage, ne mentionnait le gala, sauf Colette. Le soir suivant leur échange, Élise s'était rendue, un peu nerveuse, dans le petit appartement de la vieille femme à Saint-Denis. Le quartier était modeste, un entrelac de ruelles étroites bordées de bâtiments vieillissants. Colette habitait au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, dans un 2 pièces encombré d'objets anciens. Des mannequins de couture, des piles de tissus, des boîtes en fer contenant boutons, fils et épingles. L'odeur du thé noir flottait dans l'air, mêlée à celle plus subtile du vieux bois et du lin. « Enlève ton manteau et montre-moi cette fameuse robe », dit Colette d'un ton ferme mais bienveillant. Élise obéit. Elle sortit de son sac un vêtement soigneusement plié. Une robe grise, longue, d'un tissu épais et légèrement rêche. Les coutures étaient encore solides, mais l'usure au coude et à l'ourlet témoignait de son âge. C'était une robe de travail, modeste, mais chargée de souvenirs. Sa mère la portait pour les grandes occasions familiales, et Élise ne l'avait jamais modifiée. Elle en avait presque peur, comme si toucher à cette robe revenait à effacer un peu plus la mémoire de celle qui l'avait portée. Colette prit le vêtement entre ses mains, le tourna, le retourna, soupesa la matière. C'est du bon tissu, de la laine mélangée, sûrement du début des années 90. Il y a du potentiel là-dedans, dit-elle avec une lueur dans le regard. Elle ne demanda pas pourquoi Élise n'avait pas d'autre option. Elle ne jugea pas. Elle se contenta d'étaler la robe sur la grande table de sa salle à manger et de commencer à prendre des mesures, tout en marmonnant des termes techniques sur les pinces, les coutures, les tombées. Il n'y eut pas de promesse de miracle, juste une promesse de faire avec ce qu'on a, et de le faire bien. Pendant 4 jours, après chaque service de nuit, Élise prenait le métro jusqu'à Saint-Denis. Elle aidait comme elle pouvait, à repasser les tissus, à choisir les fils, à coudre les petits détails. Elle apprit à reconnaître les points de surjet, à fixer une doublure, à renforcer un col. C'était un travail lent, patient, presque méditatif. Chaque soir, la robe prenait forme, se transformait. Le tissu était découpé, ajusté, recousu. Les manches furent affinées, la taille redessinée, l'encolure ouverte en un léger V élégant, mais sobre. Colette ajouta une bande de dentelle ancienne, retrouvée dans une boîte en carton, tout juste assez large pour orner le bas de la robe. Une dentelle couleur crème, discrète, presque invisible sauf à la lumière. Elle broda à la main avec du fil doré, de minuscules motifs le long de la couture de la taille.
rien d'ostentatoire. Juste ce qu'il fallait pour transformer la simplicité en distinction. La vieille femme n'épargna ni son temps, ni son énergie. Elle refusa tout paiement. « Cette robe, c'est aussi l'histoire de ta mère. Tu la portes en toi. Il est temps que quelqu'un d'autre la voie, » dit-elle un soir, en posant les dernières épingles. Le dernier soir, la robe fut prête. Élise l'enfila dans la petite salle de bain, derrière un rideau tiré. Lorsqu'elle sortit, Colette la regarda longuement, puis sourit. « Tu ressembles à ce que tu es vraiment. » Élise se regarda dans le miroir tacheté de la vieille commode. Elle peinait à se reconnaître. Ses cheveux, relevés en un chignon simple et maintenus par de fines barrettes dorées, laissaient apparaître la finesse de son cou. Le tissu, désormais fluide et structuré, tombait parfaitement sur son corps mince. La dentelle captait doucement la lumière. Elle n'était ni princesse, ni actrice. Elle était Élise. Mais une Élise que personne, jusqu'ici, n'avait jamais vue. Elle rentra chez elle ce soir-là le cœur battant, la robe protégée dans une housse de plastique offerte par Colette. Dans le métro, elle sentit les regards des passagers, mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que quelque chose en elle avait changé. Pas seulement à cause de la robe, mais à cause de ce que la robe représentait. Un acte de foi. Une main tendue dans un monde habitué à ignorer les invisibles. Les jours suivants, elle garda le silence. Elle ne dit rien à ses collègues, évita les ricanements, ignora les moqueries voilées. Elle se concentra sur son travail, plus méticuleuse que jamais. Chaque miroir, chaque surface brillait sous ses gestes précis. Elle se préparait intérieurement à entrer dans un monde qui n'était pas le sien, mais qu'elle allait traverser debout. La veille du gala, elle relut l'invitation pour la 100e fois. Elle avait appris l'adresse par cœur. Elle savait à quelle heure se présenter, quel code donner à l'entrée. Elle avait repassé la robe une dernière fois, vérifié que les chaussures héritées de sa mère n'étaient pas trop usées, poli les boucles discrètes. Elle n'avait pas sommeil cette nuit-là. Elle s'assit près de la fenêtre de son petit studio et regarda les toits de Montreuil, sombres et humides. Elle pensa à sa mère, à Colette, aux mains qui avaient travaillé cette robe. Elle pensa à tous les jours passés à être ignorée, à tous les noms qu'elle connaissait sans que personne ne connaisse le sien. Et maintenant, elle allait entrer dans leur monde. Pas comme une servante, pas comme une curiosité, mais comme elle-même, Élise Laurent. Et elle ne savait toujours pas si c'était une erreur ou un signe que, peut-être, enfin, quelqu'un avait vu. Le matin du bal, Paris semblait étrangement silencieuse. Une brume légère enveloppait les toits, donnant à la ville une allure de toile estompée. Élise se leva tôt, plus tôt qu'à l'ordinaire, le cœur agité par une tension qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'allait pas travailler cette nuit-là. Elle n'allait pas frotter les sols d'un bureau désert ou polir les vitres des salles de réunion. Ce soir, elle allait entrer dans un autre monde. Pas comme une invitée de dernière minute ou une intruse, mais comme quelqu'un que le carton blanc à l'écriture dorée avait nommé, précisément, sans équivoque. Elle passa la matinée à préparer chaque détail avec minutie. Elle lava ses cheveux à l'eau froide, les brossa longuement jusqu'à les faire briller. Ses gestes étaient lents, presque rituels, mais sans illusion mystique. Chaque geste avait un but, une utilité, une intention claire. Elle voulait être prête, mais elle voulait aussi être fidèle à elle-même. Pas de transformation spectaculaire, pas de masque, simplement la meilleure version d'elle-même, avec les moyens dont elle disposait. La robe attendait, suspendue à la tringle de sa minuscule armoire, protégée par une housse en plastique. Elle la sortit avec précaution, la déplia, passa ses mains sur le tissu pour en chasser les derniers plis. Le travail de Colette était impressionnant. Les coutures étaient solides, les finitions nettes, les broderies presque invisibles au premier regard, mais d'une finesse qui n'échappait pas à un œil attentif. Chaque détail avait été pensé pour souligner sans exagérer, pour embellir sans travestir. Vers 6 heures du soir, Élise se prépara. Elle appliqua un peu de fond de teint, très léger, juste assez pour unifier sa peau. Un trait fin d'eyeliner, une touche de mascara, un soupçon de rose sur les joues. Ses lèvres, naturellement pâles, furent soulignées par un baume légèrement teinté. Elle n'avait pas les produits de luxe que les cadres utilisaient, mais elle connaissait assez bien les textures pour composer avec ce qu'elle avait. Elle enfila la robe lentement, comme on endosse un rôle qu'on a longtemps observé, sans jamais l'avoir joué. Le tissu glissa sur sa peau, s'ajusta à sa taille, tomba avec une élégance simple. Devant le miroir,
Elle resta un long moment sans bouger. Ce qu'elle voyait n'était pas une femme déguisée, mais une femme révélée. Pas une inconnue, une version d'elle-même que la fatigue, la routine et la négligence des autres avaient fini par dissimuler. Vers 7 heures du soir, elle quitta Montreuil. Dans le métro, les regards étaient discrets, parfois curieux. Une femme seule, en robe longue, sans escorte ni maquillage outrancier, un sac à main modeste sur les genoux, fixant son reflet dans la vitre. À chaque station, elle répétait mentalement les informations de l'invitation. Adresse, heure, code d'accès, consignes de sécurité. Elle savait exactement où se rendre, un hôtel particulier du 10e arrondissement, transformé pour l'occasion en salle de réception, à 2 pas de la place Vendôme. Elle descendit à la bonne station, marcha quelques minutes dans les rues pavées, ses talons claquant doucement sur la pierre. L'air était frais, mais pas glacial. Devant le bâtiment, un tapis rouge avait été déroulé. Des photographes attendaient déjà les premiers invités. Élise hésita à avancer, mais un agent de sécurité s'approcha, lui demanda poliment son nom, vérifia sur une tablette, puis lui ouvrit le chemin avec un hochement de tête respectueux. Elle entra. Le hall était baigné de lumière dorée. Les murs, recouverts de miroirs et de moulures anciennes, renvoyaient des éclats de cristal. Une musique douce s'échappait d'un orchestre discret installé dans un coin. Des serveurs en gants blancs déambulaient avec des plateaux d'argent chargés de coupes de champagne. Partout, des femmes en robe de créateur, des hommes en smoking impeccable, des sourires étudiés, des poignées de main calculées. Élise resta près de l'entrée quelques secondes. Le brouhaha des conversations, le cliquetis des verres, les flashs des appareils photo, tout cela semblait provenir d'un monde lointain. Mais elle n'était pas venue pour fuir. Elle inspira profondément, redressa les épaules et entra dans le salon principal. Les premiers regards se tournèrent vers elle, certains par habitude, d'autres par surprise. Elle n'était pas célèbre, ni immédiatement identifiable. Mais il y avait quelque chose dans sa présence qui captait l'attention. Sa robe unique, sa démarche mesurée, son regard droit. Pas de sourire figé, pas d'arrogance. Juste une présence. Elle avança lentement, se dirigeant vers un coin du salon où elle pourrait observer sans être trop exposée. Mais les conversations autour d'elle ralentirent. Certains chuchotaient, d'autres la regardaient avec insistance, tentant de deviner son identité. Était-elle la compagne discrète d'un investisseur étranger? Une créatrice anonyme? Une journaliste infiltrée? Elle sentit les regards, les murmures, les silences. Mais elle ne détourna pas les yeux. Elle s'était préparée à cela. Ce qu'elle n'avait pas prévu, en revanche, c'était le regard d'Antoine Bellamy. De l'autre côté du salon, près d'un grand escalier, le PDG de l'entreprise parlait avec une invitée, une femme élégante aux cheveux noirs et à la robe écarlate. Il semblait absorbé par la conversation, jusqu'à ce que son regard glisse dans la direction d'Élise. Et là, tout changea. Il se figea, les yeux fixés sur elle, les sourcils légèrement froncés, comme s'il tentait de la replacer dans un souvenir flou. L'invité continua de parler, mais il ne l'écoutait plus. Il regardait Élise. Elle détourna les yeux, gênée. Elle n'était pas venue pour provoquer une scène. Elle voulait juste être là, une fois, parmi eux, être témoin. Peut-être se faire oublier rapidement. Mais Antoine, lui, avait déjà commencé à avancer. L'invité, visiblement agacé, tenta de le retenir. Il s'excusa à mi-voix, la laissa sur place et traversa la salle. Les conversations autour se turent progressivement. Comme une vague de silence ondulant dans la pièce, certains invités s'écartèrent légèrement pour le laisser passer. D'autres se retournèrent pour comprendre ce qui attirait ainsi l'attention du PDG. Et Élise, immobile, sentit son cœur battre dans ses tempes. Quand il fut à quelques pas, elle vit dans ses yeux non pas de l'étonnement, mais une reconnaissance confuse. Pas celle d'un visage qu'on reconnaît tout de suite, mais celle d'une présence qu'on a déjà perçue, sans jamais vraiment la regarder. Il s'arrêta juste devant elle, et à ce moment précis, la salle entière sembla retenir son souffle. Le salon principal, où se déroulait le cœur de la soirée, portait bien son surnom, le salon de cristal. D'immenses lustres pendaient du plafond orné de fresques, projetant une lumière tiède qui se reflétait sur les murs recouverts de miroirs biseautés et les colonnes de marbre ivoire. Les tables basses étaient garnies de bouquets de fleurs blanches, de verrines brillantes, de coupes de champagne encore perlantes. L'air sentait le jasmin,
le cuir et les conversations de pouvoir. Et au milieu de cette scène orchestrée dans les moindres détails, le pas interrompu d'Antoine Bellamy changea l'équilibre de la pièce. Il ne se précipita pas. Son approche fut lente, mais déterminée. À mesure qu'il avançait, les murmures s'épaississaient, comme une vague qui prenait forme avant de se briser. Certains le suivaient des yeux interloqués. D'autres chuchotaient déjà. Il allait vers une femme inconnue, vêtue d'une robe qui, bien que belle, ne portait aucune signature reconnaissable. Elle ne figurait sur aucune liste de presse, n'était affiliée à aucun nom connu du milieu. Et pourtant, elle était là, debout, droite, sans faux semblant, et Antoine la regardait comme s'il venait de reconnaître quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Élise, elle, ne savait plus où poser ses mains. Son instinct lui disait de se fondre dans le décor, de s'éclipser discrètement. Mais elle ne bougea pas. Elle n'avait rien à cacher, rien à prouver non plus. Elle était là parce qu'on l'y avait invitée. Et même si elle ne comprenait toujours pas pourquoi, elle refusait de s'excuser d'exister. Ce moment-là, elle l'avait gagné en silence, jour après jour, année après année, en nettoyant les reflets de ces mêmes miroirs dans lesquels on la regardait enfin. Lorsqu'Antoine s'arrêta devant elle, le silence était presque complet. Seul un violon jouait encore, discrètement, quelque part derrière une colonne. Il la fixa, longuement. Pas avec l'arrogance de ceux qui jugent, mais avec une perplexité honnête, une interrogation visible. Il n'avait pas encore trouvé les mots, mais son corps parlait pour lui. Une surprise mêlée d'un respect qu'on ne feint pas. Élise soutint son regard, sans défi, mais sans soumission non plus. Elle attendit qu'il dise quelque chose. Il n'y eut pas de phrases creuses ni de banalité, pas de compliments superficiels ni d'éloges mielleux sur sa tenue. Ce fut un geste qui parla en premier. Antoine Bellamy, directeur général de la maison de cosmétiques la plus prestigieuse de France, homme reconnu pour sa froideur élégante et son autorité discrète, s'agenouilla lentement devant tout le monde, un genou au sol, comme si la réalité avait basculé autour de lui. Il ne fit aucun geste théâtral, ne prit pas sa main, ne chercha pas l'attention. Il leva simplement les yeux vers elle dans un silence pesant et dit d'une voix basse mais ferme « Pardonnez-moi de ne vous avoir jamais remarqué ». Un frisson parcourut la salle. Plusieurs invités échangèrent des regards incrédules. Certains, sans comprendre, enregistraient déjà des vidéos discrètement. L'invitée précédente d'Antoine, celle à la robe rouge écarlate, se figea de l'autre côté de la pièce, son verre encore en main. Son visage se durcit, puis elle tourna brusquement les talons, quittant le salon sans attendre. Personne ne chercha à la retenir. Élise ne savait pas quoi répondre. Tout cela allait trop vite. 1 heure plus tôt, elle peinait à croire qu'elle entrerait dans cette salle. Maintenant, elle faisait face à une scène que même son imagination la plus audacieuse n'aurait osé inventer. Mais ce n'était pas une comédie. Rien dans le regard d'Antoine n'indiquait qu'il se jouait d'elle. Au contraire, il semblait sincèrement troublé, presque ému. Il cherchait à comprendre quelque chose. Elle ne parla pas. Elle ne posa pas la main sur son épaule, ne lui demanda pas de se relever. Elle attendit. C'était à lui de faire le prochain pas. Après quelques secondes de silence, il se redressa lentement sans rompre le contact visuel. Il inspira profondément, comme pour rattraper son souffle. « Je suis désolé, » dit-il encore. « J'ai lu vos phrases, sur les miroirs, ces petits papiers. C'était vous, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça d'un simple signe de tête. « Je pensais qu'un esprit aussi fin ne pouvait pas venir d'ici. J'avais tort. » Les mots, cette fois, portaient. Plusieurs convives autour avaient arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Des regards se tournaient vers eux, mêlant surprise, jalousie, admiration, curiosité. Élise, pourtant, n'y prêta pas attention. Elle regardait Antoine, non pas comme un patron, mais comme un homme soudainement mis à nu, rattrapé par une vérité qu'il n'avait jamais vue venir. « Pourquoi avez-vous écrit ces mots ?» demanda-t-il. Elle haussa doucement les épaules. « Parce que les miroirs renvoient toujours quelque chose, parfois ce que les gens refusent de voir. » Il sourit faiblement, baissa les yeux un instant, puis se redressa de toute sa hauteur. À cet instant précis, il ne s'agissait plus d'un chef d'entreprise et d'une employée invisible. C'étaient 2 personnes face à une collision improbable de réalité. « Vous ne devriez pas rester seul ici, » dit-il alors. Il tendit le bras, non pas pour l'entourer ou l'emmener de force, mais comme une invitation discrète. Un geste simple, presque timide,
et contre toute attente, elle l'accepta. Ils traversèrent ensemble le salon, maintenant silencieux, jusqu'à la piste de danse lentement éclairée par les projecteurs tamisés. L'orchestre changea doucement de tempo, un morceau lent, élégant, sans prétention. Les premiers couples s'avancèrent. Antoine et Élise commencèrent à danser. Les mouvements étaient mesurés. Ils guidaient avec douceur, elle suivait avec prudence. Ils ne se parlaient presque pas. Quelques phrases à mi-voix, des regards plus éloquents que des discours. Le murmure ambiant reprit peu à peu autour d'eux, mais rien ne parvint à briser l'étrangeté du moment. Antoine, à un moment, approcha légèrement son visage du sien. « J'aimerais vous parler plus longuement, après la fête, sur la terrasse du siège. » Elle le regarda sans répondre immédiatement. « Il y a un projet que je veux relancer. Quelque chose qu'on a abandonné trop vite. Vous êtes la seule personne ici à pouvoir le faire renaître. » Elle ne sut pas si c'était une offre réelle ou une belle formule, mais elle hocha la tête, pas par soumission, par curiosité, et aussi parce qu'elle savait au fond que cette danse ne faisait que commencer. Lorsque la musique cessa, les applaudissements timides des premiers danseurs furent couverts par un murmure collectif. Le couple formé par Élise et Antoine avait déclenché quelque chose d'imprévu dans cette soirée, pourtant soigneusement planifiée. Rien, dans l'agenda protocolaire de l'événement, n'avait prévu une telle scène, et encore moins l'apparition d'une femme inconnue, en robe artisanale au bras du directeur général. L'ambiance du gala jusque-là élégamment feutrée se teinta alors d'une tension nouvelle, faite de fascination, d'incompréhension et de scepticisme. Élise sentit le poids des regards s'intensifier. Elle n'était plus une silhouette discrète dans la foule, elle était devenue l'objet de toutes les attentions, et ce changement soudain, presque violent, ne venait pas de son allure ou de son discours, mais du geste inattendu d'Antoine. Se mettre à genoux devant elle, l'inviter à danser, lui parler comme à une égale. C'était ce geste-là qui avait fissuré la façade. La femme à la robe rouge, celle qui avait été laissée seule au milieu du salon, réapparut peu après la danse, accompagnée d'un homme plus âgé, conseiller juridique de l'entreprise. Elle échangea quelques mots à voix basse, visiblement en colère. Son regard croisa celui d'Élise un instant, mais ce ne fut pas une confrontation directe. C'était plus subtil, une mise en garde silencieuse. Elle n'était pas la seule à s'interroger sur ce que cette présence signifiait vraiment. Antoine, de son côté, semblait avoir pris une décision. Il guida Élise vers l'une des alcôves du salon, plus calme, à l'abri des oreilles indiscrètes. Il était tendu, mais pas nerveux. Il parlait avec calme, comme s'il se libérait d'un poids. « Ce que j'ai fait ce soir, je ne l'ai pas planifié, mais je ne le regrette pas. » Élise ne répondit pas immédiatement. Elle observait ses gestes, son regard, ses hésitations. Il n'était pas en train de jouer. Il semblait sincèrement troublé. « Il y a quelque chose dans vos mots, dans vos silences aussi, que j'ai reconnu. Une forme de lucidité qu'on a perdue ici. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Vous me parlez comme si j'avais un rôle à jouer dans cette entreprise. Mais je ne suis qu'une femme de ménage. » Il secoua doucement la tête. « Justement, c'est ce point de vue que je veux entendre. Vous voyez ce que nous ne voyons plus. » Il lui expliqua alors qu'un projet de longue date, abandonné après plusieurs tentatives infructueuses, restait dans un tiroir. Il s'agissait d'une ligne de produits axée sur l'inclusivité, la sobriété, la durabilité, des mots souvent utilisés mais rarement appliqués. Il voulait le relancer différemment cette fois, avec des voix nouvelles, des idées brutes. Élise, à ses yeux, représentait cette voix. Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, une interruption se produisit. Un homme en costume sombre s'approcha, souffla quelques mots à l'oreille d'Antoine et lui tendit un téléphone. Il pâlit légèrement en lisant ce qu'il voyait à l'écran. « C'est déjà sur les réseaux », dit-il à mi-voix. Des photos de lui, agenouillé, circulaient en temps réel. Les hashtags s'accumulaient. Certains criaient au scandale, d'autres à la mise en scène. Les commentaires se multipliaient. Qui était cette femme? Une nouvelle égérie? Une conquête? Une provocation? Antoine referma le téléphone et soupira. Il va falloir affronter ça. Élise comprit qu'un mur venait de tomber et que derrière ce mur, la machine de communication et de pouvoir allait se mettre en branle. Le lendemain, tout le monde parlerait de cette soirée. Et pas en termes flatteurs. Les images parleraient plus fort que les intentions. Elle reprit son calme, redressa les épaules. « Je n'ai rien demandé de tout ça. Vous m'avez invité. Je suis venu. C'est tout. »
Il approuva d'un signe de tête, puis avec gravité, et c'est moi qui devrais en assumer les conséquences. Ils restèrent quelques instants en silence. Puis il lui tendit à nouveau la main. « Venez, il y a un endroit plus tranquille. » Ils quittèrent le salon par une porte secondaire. Un couloir privé menait à une terrasse surplombant la cour intérieure. Paris s'étendait devant eux, lumineuse, indifférente. La fraîcheur de la nuit les enveloppa. Antoine prit appui sur la balustrade, les yeux perdus dans les toits. Ce n'est pas la première fois que je choque les actionnaires, mais cette fois, je sens que ça ira plus loin. Élise s'approcha doucement. « Pourquoi avoir fait ça, alors ?» Il répondit sans détour. « Parce que je suis fatigué des jeux, fatigué de faire semblant que tout va bien alors qu'on tourne en rond, et parce que ce soir, je vous ai vu. » Elle ne chercha pas à embellir la scène. Ce n'était pas un conte. Ce n'était pas non plus une déclaration. C'était un moment d'épuisement lucide, où deux personnes se retrouvaient à la frontière de leur monde respectif. Quand ils revinrent dans le salon, la soirée touchait à sa fin. Les derniers invités s'attardaient près du bar. Quelques regards se tournèrent vers eux, mais l'attention s'était déjà déplacée ailleurs. Antoine raccompagna Élise jusqu'à l'entrée, lui glissa une carte avec ses coordonnées directes et dit simplement « Ne disparaissez pas. J'aurai besoin de vous. » Elle hocha la tête, rangea la carte sans un mot, puis elle tourna les talons, descendit les marches du grand escalier et sortit dans la nuit parisienne. Le vent s'était levé. Elle serra son manteau contre elle. La robe de Colette frémissait doucement sous la doublure. Et dans sa poche, la carte d'un homme qui, pour une fois, n'avait pas détourné le regard. Mais elle savait déjà que ce geste, aussi sincère soit-il, aurait des répercussions. Que ce qu'elle avait vu dans les yeux des autres invités n'allait pas s'effacer par magie, et que ce que cette soirée avait déclenché n'en était qu'à son tout premier souffle. Le lendemain matin, Paris se réveilla comme à son habitude, bruyante, élégante, indifférente à ce qui avait eu lieu quelques heures plus tôt dans un salon doré du 10e arrondissement. Mais dans les couloirs de l'entreprise, sur les téléphones des employés, dans les groupes de discussion privés, une image circulait avec insistance, celle du directeur général, Antoine Bellamy, à genoux devant une femme inconnue lors du bal de gala. Aucun communiqué officiel n'avait encore été publié, aucun mot n'avait filtré de la direction. Mais les rumeurs, elles, n'attendaient pas, et leur rythme était bien plus rapide que celui des versions officielles. Élise, quant à elle, ne retourna pas immédiatement au travail. Elle avait prévenu à l'avance qu'elle prendrait une journée de repos. Ce matin-là, elle resta longtemps assise à sa table dans le petit studio de Montreuil, regardant la lumière passer à travers le rideau. La robe de la veille était soigneusement pliée, rangée dans sa housse posée sur une chaise. Son téléphone vibrait par intermittence, mais elle ne répondait à personne. Elle n'avait pas de réseaux sociaux. Aucune présence publique, et pourtant, sans le savoir, elle était déjà au centre d'une discussion nationale. Vers midi, une enveloppe fut glissée sous sa porte. Pas de timbre, pas de nom d'expéditeur. À l'intérieur, une carte manuscrite, sur un papier épais. Ce soir, 20h, terrasse du siège, Antoine. Rien de plus. Pas de signature de direction, pas de sceau officiel, juste une invitation directe, discrète, presque intime. Elle resta un moment à fixer les mots. Elle savait qu'en se rendant là-bas, elle s'engagerait dans quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas encore. Mais elle savait aussi qu'il était trop tard pour reculer. À 20h précises, vêtue simplement d'un manteau noir et d'une robe sobre, Élise pénétra à nouveau dans le bâtiment qu'elle connaissait mieux que quiconque. Mais cette fois, elle n'entra pas par la porte de service, ni par l'entrée du personnel. Le vigile, le même homme qui avait validé son invitation au bal, la reconnut aussitôt. Il ne posa aucune question. Il appuya sur un bouton et ouvrit les portes vitrées sans un mot. Elle monta seule jusqu'au dernier étage. La terrasse surplombait tout Paris. Un panorama réservé d'ordinaire aux clients VIP, aux réunions stratégiques, aux photos officielles. Antoine l'attendait, adossé à la balustrade, un manteau long sur les épaules. Il se retourna en entendant ses pas. « Merci d'être venu. » Elle s'approcha, gardant une distance respectueuse. Il n'y avait ni tension ni malaise, mais une sorte de prudence mutuelle. Ils étaient encore en train d'apprendre comment se parler dans ce nouvel espace de conversation qu'ils n'avaient jamais partagé. Antoine prit une inspiration. « Ce matin, on m'a conseillé de faire un communiqué de presse, de dire que tout était une erreur, que vous étiez une ancienne connaissance, un geste de charité, un malentendu. »
Élise ne dit rien. J'ai refusé. J'ai dit que j'assumais, que vous aviez été invité à juste titre, et que j'avais lu vos mots, vos notes sur les miroirs. Il se tourna vers elle, plus direct. J'ai besoin de vous pour ce projet. Pas comme symbole, pas comme outil marketing, mais comme collaboratrice. Elle leva les yeux vers lui, surprise par la clarté de la proposition. Je ne suis pas diplômé, je ne suis pas cadre, je n'ai pas d'expérience dans la gestion. Il hocha lentement la tête. Justement, le projet que je veux relancer, celui qui a été enterré, parlait de création partagée, d'idées venues du terrain, d'authenticité. Et vous avez cette voix que personne ici n'a. Il lui expliqua alors plus en détail. Il s'agissait d'une gamme de produits repensés dès la base, conçus avec les employés, les utilisateurs réels, les gens ignorés par les études de marché. Chaque produit serait associé à une histoire humaine, une ligne moins clinquante, mais plus honnête, plus ancrée. Il avait besoin de personnes capables de raconter ces histoires, de les repérer, de les traduire en langage de marque sans les déformer. Elle l'écouta longuement, et plus il parlait, plus elle comprenait qu'il ne cherchait pas à la mettre sur une affiche, mais à l'intégrer réellement, à lui confier un rôle. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle demanda du temps pour réfléchir. Il accepta, sans insister. Ils restèrent encore un moment sur la terrasse, parlant de tout et de rien. De livres, de silence, de ce que signifie être vu dans un monde qui regarde sans regarder. Puis elle s'en alla. Durant les jours suivants, Élise retourna travailler. Pas au siège, pas encore. Elle reprit ses tournées habituelles, le balai en main, le seau à la hanche. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus invisible. Les regards qu'on lui adressait étaient différents. Certains curieux, d'autres méfiants, quelques-uns admiratifs. Elle saluait comme elle l'avait toujours fait. Mais désormais, on lui répondait. Plusieurs collègues vinrent lui parler. Certains lui posèrent des questions. D'autres, plus silencieux, se contentèrent de l'observer. Ce n'était pas de l'animosité, c'était un basculement, une brèche dans l'équilibre établi. Elle le ressentait. Une semaine après leur conversation sur la terrasse, elle accepta la proposition d'Antoine. Il ne s'agissait pas d'un contrat classique, pas de titre pompeux, pas de privilèges excessifs, mais une mission claire, collecter les récits des employés de l'ombre, comprendre les usages réels des produits, proposer des idées qui ne viennent pas des consultants, mais de la base, et traduire tout cela dans une langue accessible. Elle commença par interviewer les agents d'entretien, les techniciens, les réceptionnistes. Elle prit des notes, enregistra des voix. Elle demanda à chacun ce qu'il pensait des produits, de l'entreprise, de l'image qu'on leur imposait. Beaucoup furent surpris d'être interrogés. Certains eurent du mal à parler, mais peu à peu les langues se délièrent. Elle envoya ses premiers rapports à Antoine, qui les lut avec attention. Il y répondit par des commentaires précis, respectueux. Une forme de dialogue s'installa entre eux, pas un partenariat d'égal à égal car les positions restaient très différentes, mais une reconnaissance réelle, une ouverture. Dans les couloirs de l'entreprise, les bruits couraient encore. Des versions romancées de ce qui s'était passé au bal, des hypothèses sur une romance naissante, des critiques sur le favoritisme supposé. Élise entendait tout. Elle notait, enregistrait, mais ne répondait pas. Elle savait que le bruit fait partie du changement, que le scepticisme précède souvent l'acceptation. Elle continuait son autre travail pour l'instant. Elle voulait observer, comprendre, sentir le terrain. Elle n'avait pas envie de tout quitter brutalement. Et surtout, elle voulait rester proche de celles et ceux qui lui avaient tendu la main, bien avant que les projecteurs ne se braquent sur elle. Antoine, de son côté, faisait aussi face à des oppositions. Le conseil n'appréciait pas la direction que prenaient les choses. Mais il avançait, discrètement mais sûrement. Et dans ce mouvement, il y avait une place pour elle. Une vraie place. Pas un siège symbolique. Élise n'était pas naïve. Elle savait que ce monde pouvait être dur, instable, cruel. Mais elle sentait aussi que quelque chose était en train de naître. Et cette chose, fragile encore, portait un autre nom que le succès ou le pouvoir. Cela s'appelait possibilité. Et c'était déjà beaucoup. Quelques jours seulement après l'annonce officieuse de la collaboration d'Élise avec Antoine Bellamy, l'ambiance dans les coulisses de l'entreprise se transforma de manière perceptible. Ce qui à l'origine n'était qu'un bruissement discret dans les couloirs devint une rumeur persistante, entretenue par des regards appuyés, des commentaires à voix basse
des échanges de mails cryptiques et des messages supprimés aussitôt lus. Si Antoine avait publiquement assumé ses choix, les réactions internes étaient loin d'être aussi directes, car dans cet univers réglé par les apparences et les hiérarchies, toute anomalie était perçue comme une menace. Élise, elle, continuait de mener ses entrevues en parallèle de ses tâches de nettoyage. Elle recueillait les témoignages avec patience, prenant soin de ne pas brusquer ceux qui, habitués à être ignorés, n'osaient pas se livrer spontanément. Mais plus ses entretiens progressaient, plus elle ressentait un isolement grandissant. Les collègues qui, auparavant, échangeaient avec elle quelques mots cordiaux autour de la machine à café ou dans les vestiaires, devenaient soudain distants. Certains ne la regardaient plus dans les yeux, d'autres évitaient volontairement sa présence. Ce n'était pas de la haine, c'était pire, un mélange de méfiance et de soupçon, nourri par l'idée qu'elle avait franchi une ligne invisible. Les commentaires les plus virulents ne venaient pas de ses collègues du nettoyage, mais des services intermédiaires, ressources humaines, communication, marketing. Des employés qui, bien qu'exclus des sphères les plus hautes, se croyaient néanmoins au-dessus des autres par leur position dans l'organigramme. Pour eux, Élise n'était rien d'autre qu'une femme de ménage à qui on avait offert, sans raison apparente, une visibilité imméritée. Les mots revenaient souvent. Favoritisme, stratégie, coup monté. Certains insinuaient qu'elle avait usé de son charme pour manipuler Antoine. D'autres, plus cyniques encore, prétendaient qu'elle avait été choisie comme figure de communication pour donner à l'entreprise une image sociale, presque humanitaire. Au sein de l'équipe de nettoyage, la fracture était visible. Quelques-uns, comme Mehdi ou Soraya, évitaient tout contact avec elle. Ils ne disaient rien en face, mais faisaient circuler des remarques blessantes à voix basse. D'autres, comme Madame Colette, gardèrent leur distance, non par rejet, mais par prudence. La vieille femme continuait de l'observer avec une bienveillance silencieuse. Mais Élise sentait qu'elle avait besoin de voir jusqu'où cette nouvelle réalité allait l'emmener avant de se prononcer. La directrice des ressources humaines, Claire Morel, joua un rôle discret mais décisif dans ce climat délétère. Jalouse de l'attention que recevait Élise, furieuse de n'avoir ni anticipé ni influencé la décision d'Antoine, elle mit en place une série de manœuvres subtiles pour compliquer le quotidien de la jeune femme. Elle fit modifier certains plannings sans avertir, réduisit ses heures de travail sur certains jours sans justification claire et refusa soudain de valider certaines de ses demandes de matériel. Tout cela sans jamais la confronter directement, préférant opérer à travers des intermédiaires pour mieux brouiller les pistes. Lors d'une réunion interne, elle évoqua même, sans nommer Élise, le danger de faire entrer dans les cercles décisionnels des individus n'ayant pas les compétences requises ni les qualifications professionnelles. Elle proposa l'élaboration d'une charte de gouvernance interne afin de garantir la cohérence des processus de décision, en insistant sur la nécessité de protéger l'entreprise contre des initiatives impulsives, même venues d'en haut. Antoine, présent, comprit l'allusion, mais ne répondit pas. Il prit note. Élise, de son côté, encaissait. Elle n'était pas dupe. Elle savait que son ascension soudaine avait bouleversé les équilibres. Elle comprenait que, dans un système aussi hiérarchisé, toute variation de trajectoire pouvait être perçue comme un affront. Mais ce qui l'étonnait le plus, c'était la violence silencieuse, l'hostilité passive, la capacité qu'avaient certains à transformer une personne en symbole, puis en cible, sans jamais oser l'affronter ouvertement. Elle se réfugia dans le travail. Chaque jour, elle continuait ses rencontres avec les employés invisibles. Elle recueillait des anecdotes, des idées, des critiques constructives. Elle constituait des dossiers qu'elle transmettait directement à Antoine, qui les lisait attentivement. Il répondait par des notes manuscrites, toujours précises, jamais condescendantes. Il semblait réellement intéressé, et plus leurs échanges se multipliaient, plus Élise sentait que ce projet pouvait devenir quelque chose de concret. Mais en parallèle, elle se savait observée. Même lorsqu'elle nettoyait les vitres, elle sentait les regards posés sur son dos. Même lorsqu'elle prenait l'ascenseur, les conversations s'interrompaient à son entrée. Et chaque fois qu'Antoine la croisait dans les couloirs et lui adressait un mot, un sourire, une simple salutation, cela suffisait à relancer la machine des soupçons. Une fin d'après-midi, alors qu'elle rangeait du matériel dans une pièce rarement utilisée, Élise découvrit une vieille armoire métallique entr'ouverte. À l'intérieur, des documents empilés, des cartons étiquetés.
En fouillant par curiosité, elle tomba sur une chemise oubliée contenant une lettre manuscrite soigneusement pliée. L'écriture était élégante, les mots pesés. Il s'agissait d'une lettre adressée à la direction, rédigée plusieurs années auparavant par une employée aujourd'hui disparue des registres. Elle y dénonçait les dérives internes de certains départements, critiquait les logiques de domination et proposait un projet alternatif centré sur l'inclusion des employés dits de base. Ce projet ressemblait étrangement à celui qu'Antoine voulait relancer. Élise lut la lettre jusqu'à la dernière ligne, comprenant soudain que ce qu'elle vivait n'était pas une première. Quelqu'un, bien avant elle, avait déjà tenté d'ouvrir une brèche. Cette personne avait été écartée, discrètement. Sa lettre, ignorée, enterrée, mais elle avait existé. Et maintenant, cette trace remontait à la surface. Elle fit une copie de la lettre et la rangea dans ses affaires. Ce document n'était pas une preuve explosive, mais un rappel précieux. Elle n'était pas seule à voir ce que d'autres refusaient de regarder. Elle n'était pas la première. Et peut-être que cette fois, les choses pourraient être différentes. Mais elle savait aussi que, pour cela, elle allait devoir tenir, résister, ne pas céder. Le regard des autres, les petits sabotages, les soupçons, tout cela faisait désormais partie de son quotidien. Et pourtant, elle avançait. Parce qu'au fond d'elle, une conviction commençait à naître. Une conviction silencieuse mais solide. Ce combat-là valait d'être mené. La copie de la lettre qu'Élise avait trouvée dans cette pièce négligée ne la quittait plus. Elle la relisait souvent dans son studio de Montreuil, le soir, une tasse de thé refroidissant sur la table. Il y avait quelque chose dans la plume de cette femme disparue, une précision, une fermeté sans colère, une lucidité calme. L'autrice s'appelait Margot Renard, selon la signature en bas de page, et avait occupé un poste de développement produit pendant 3 ans, avant de quitter brusquement l'entreprise. Aucun dossier dans les archives numériques, aucun souvenir parmi les collègues interrogés. C'était comme si on l'avait effacé. Élise comprit que cette lettre représentait bien plus qu'un ancien courrier de réclamation. C'était un fragment d'histoire étouffé, une tentative de changement volontairement ignorée. Elle décida d'en parler à Antoine. Elle ne voulait pas que cette découverte reste un secret, ni qu'on puisse l'accuser plus tard d'avoir agi dans l'ombre. Elle prit rendez-vous, non par message, mais en laissant une note manuscrite dans la boîte dédiée aux communications internes de la direction. Le lendemain, elle fut convoquée dans un petit bureau au dernier étage, plus modeste que ceux qu'elle avait visités auparavant. Antoine l'y attendait, seul, sans secrétaire ni collaborateur. Il avait l'air fatigué, mais déterminé. Elle déposa la lettre sur la table. Il la prit sans poser de questions et la lut lentement, fronçant les sourcils à plusieurs reprises. Lorsqu'il eut terminé, il resta un moment silencieux, les doigts posés sur le papier. « Margot Renard, ce nom me dit vaguement quelque chose, » murmura-t-il. « Elle a travaillé ici, oui. J'étais encore directeur adjoint à l'époque. Elle avait de bonnes idées, trop radicales pour certains. » Il reposa la lettre. Elle est partie du jour au lendemain. Officiellement, elle a démissionné. Officieusement, je crois qu'on l'a poussée dehors. Élise n'avait pas besoin de plus d'explications. Elle connaissait les méthodes douces mais efficaces que l'entreprise utilisait pour faire taire les voix gênantes. Des mutations injustifiées, des évaluations biaisées, des réunions jamais communiquées, puis un placard, puis l'oubli. Ce que Margot avait proposé plusieurs années auparavant était exactement ce que l'on commençait à envisager aujourd'hui. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il y avait une volonté interne de relancer ce mouvement, et Élise sentait qu'elle devait aller jusqu'au bout. Elle proposa à Antoine de construire une présentation formelle autour des idées de Margot, en les croisant avec les témoignages qu'elle avait déjà recueillis. Il accepta. Elle passa les jours suivants à structurer ce travail, à croiser les données, à relire les comptes rendus, à bâtir une vision cohérente à partir des fragments disparates qu'elle avait récoltés. Elle n'avait jamais fait ça auparavant, mais ces années de silence observateur lui avaient donné une capacité rare à organiser les récits, à dégager des lignes claires là où les autres ne voyaient que du bruit. Elle créa une structure en 3 parties. La réalité actuelle et les limites du modèle dominant, la parole des invisibles, leur perception des produits, des méthodes, des politiques, et enfin, une vision nouvelle, concrète, inspirée par Margot, ajustée par l'expérience du terrain, portée par une voix différente. Antoine fut impressionné par la clarté du document.
Il proposa d'en faire une présentation au comité stratégique. Pas un simple partage informel, mais une intervention officielle. Élise hésita. Elle n'avait jamais parlé en public devant des cadres supérieurs, encore moins dans une salle où chaque mot serait analysé, interprété, parfois utilisé contre elle. Mais elle accepta, non par bravade, parce qu'elle savait que ce moment était l'aboutissement de tout ce qu'elle avait traversé. Se taire maintenant serait trahir ceux qui lui avaient confié leurs histoires. La réunion fut programmée un jeudi matin, dans une des plus grandes salles du siège. Antoine ouvrit la séance brièvement en rappelant que cette présentation était une initiative interne, née de l'écoute des employés dits non visibles. Puis il se tourna vers Élise. Elle se leva, un dossier entre les mains, sans note écrite. Elle s'était préparée pendant des heures, répétant seule ses phrases, chronométrant son temps, ajustant son ton. Mais au moment de parler, elle ne lut rien. Elle parla simplement, posément. Avec cette clarté propre aux gens qui n'ont rien à vendre, mais beaucoup à dire. Elle évoqua d'abord le quotidien du personnel invisible, les horaires décalés, les tâches répétitives, le manque de reconnaissance, les remarques condescendantes, l'absence de voix. Puis elle raconta les témoignages. La caissière qui détourne les emballages pour les réutiliser, le technicien qui modifie les étiquettes pour les rendre plus lisibles, la réceptionniste qui reçoit des confidences sur les produits sans jamais être consultée. Elle parla ensuite de Margot Renard, de sa lettre, de ses idées, de leur disparition. Et enfin, elle proposa un cadre nouveau. Co-création de produits, commission mixte, transparence des décisions, cycle de retour direct avec les équipes de terrain. La salle était partagée. Certains cadres hochèrent la tête, visiblement convaincus. D'autres, figés dans leurs fauteuils en cuir, affichait une réserve froide. Personne ne l'interrompit, mais à la fin, il n'y eut pas de tonnerre d'applaudissements. Un silence dense flotta quelques secondes, suivi de quelques remerciements polis. Antoine prit la parole pour conclure. Il ne reprit pas ces mots. Il ne les adoucit pas. Il se contenta de dire que cette proposition serait intégrée dans le plan stratégique de l'année suivante, et que Margot Renard méritait d'être réhabilitée. Il demanda officiellement qu'on retrouve son dossier, qu'on la contacte, qu'on lui présente les excuses de l'entreprise. À la sortie, Élise croisa plusieurs regards. Certains admiratifs, d'autres fermés, mais aucun ne l'ignora. Ce jour-là, elle n'était plus un fantôme parmi les autres. Elle était devenue une voix, non pas celle d'une exception, mais celle d'un mouvement trop longtemps étouffé. Le soir même, en rentrant chez elle, elle reçut un message anonyme sur son téléphone. « Courage. On est beaucoup à vous lire, même si on ne parle pas. » Elle ne sut jamais qui l'avait envoyé. Mais elle comprit qu'au-delà des murs, quelque chose commençait à se fissurer, et qu'à travers cette fissure, une lumière nouvelle tentait de passer. La semaine qui suivit la présentation d'Élise devant le comité stratégique fut marquée par une série de répercussions imprévisibles. Ce qui devait être un simple partage d'expériences internes s'était transformé en point de bascule. Les mots d'Élise, à la fois directs et fondés sur des faits tangibles, avaient mis en lumière une réalité trop longtemps dissimulée sous les chiffres et les slogans. Plusieurs membres du conseil avaient quitté la réunion sans un mot. Certains avaient discuté entre eux à voix basse dans les couloirs, et d'autres, plus influents, avaient recommencé à faire pression sur Antoine pour qu'il revoie sa stratégie. La présentation d'une femme de ménage, aussi solide fût-elle, était perçue comme un affront au protocole, une rupture de l'ordre établi. Mais Antoine ne recula pas. Il programma 2 jours plus tard une réunion exceptionnelle avec le comité de direction au complet. Le lieu choisi n'était pas la grande salle vitrée habituelle, mais une salle plus sobre, plus ancienne, que l'on n'utilisait presque jamais. Une manière subtile de marquer une rupture avec les habitudes trop bien rodées. L'annonce de cette réunion fit rapidement le tour des services. Aucun détail n'était communiqué, ce qui ne fit qu'alimenter les spéculations. Certains y voyaient une tentative d'Antoine de justifier sa politique d'ouverture. D'autres pensaient à un rétropédalage sous la pression des actionnaires. Mais personne n'imaginait qu'Élise serait à nouveau présente. Et pourtant, ce matin-là, à 9 heures précises, elle entra dans la salle avec le même calme que la première fois. Elle n'était pas seule cette fois. À sa droite, un agent technique du service de maintenance, à sa gauche, une assistante administrative, en face d'elle, une préparatrice de commande du centre logistique. Tous anonymes, tous choisis par Antoine, tous porteurs d'un témoignage.
Aucun costume, aucune cravate. Des visages fatigués, marqués par le travail, mais concentrés. Ils n'étaient pas là pour exister. Ils étaient là pour parler. Antoine ouvrit la séance d'un ton neutre, presque administratif. Il remercia les membres du comité de leur présence, puis annonça que la première partie de la réunion serait consacrée à l'écoute de plusieurs employés issus des équipes dites opérationnelles. Il insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un geste de communication, mais d'un élément structurel de la réflexion stratégique à venir. Élise fut la première à parler, mais cette fois, elle ne parla pas pour elle. Elle introduisit les autres, leur donna la parole, les accompagna du regard. Le technicien parla de la vétusté des installations, de l'absence de consultation lors des rénovations qui ralentissaient la production. L'assistante évoqua les logiciels imposés sans formation, les décisions logistiques prises sans concertation. La préparatrice raconta les heures supplémentaires invisibles, les méthodes d'évaluation injustes, le manque de reconnaissance. Chacun parla entre 5 et 10 minutes. Pas de pathos, pas de colère. Juste des faits, des expériences, des solutions même, parfois simples, jamais coûteuses, mais toujours ignorées. La salle, d'abord tendue, devint progressivement attentive. Les regards devinrent moins fermés. Certains prenaient des notes. Un directeur de division fit même un commentaire constructif, reprenant une idée évoquée par l'assistante. Puis Élise conclut, non en plaidant une cause, mais en posant une question claire. Combien de décisions sont prises ici sans connaître leurs conséquences concrètes sur le terrain? Et elle laissa cette interrogation suspendue, sans attendre de réponse immédiate. Antoine reprit alors la parole, non pour défendre ses choix, mais pour annoncer une décision. Il déclara la création d'un groupe de travail transversal, composé de membres de tous les niveaux hiérarchiques, chargé de proposer des ajustements concrets à la politique interne. Il ajouta que ce groupe serait piloté non par un directeur existant, mais par Élise Laurent en tant que coordinatrice de la synthèse des voix internes. Ce fut un choc. Le silence, cette fois, fut bien plus lourd qu'après la première réunion. Certains membres du comité échangèrent des regards d'incrédulité. Un directeur du développement commercial leva la main, visiblement contrarié. Il rappela sur un ton froid que l'entreprise disposait déjà de plusieurs dispositifs d'écoute, de rapports annuels, de tableaux de bord. Il insinua que ce genre d'initiative risquait de semer la confusion dans les circuits habituels. Antoine coupa la discussion. Ces dispositifs, justement, n'ont rien changé depuis des années. Ce que nous avons entendu ce matin ne figure dans aucun rapport. C'est précisément la preuve que notre méthode ne fonctionne plus. Un autre membre tenta de proposer une solution intermédiaire, créer un poste d'observateur, accorder une place consultative à Élise. Mais Antoine refusa. Il rappela que cette entreprise avait bâti sa réputation sur l'innovation et que l'innovation ne se limitait pas aux produits. Elle devait aussi concerner les méthodes de gouvernance. La décision était prise, elle serait appliquée. La réunion se termina sans consensus, mais avec un acte posé. Antoine demanda à Élise de préparer une première feuille de route pour le mois suivant. Elle acquiesça sans triomphalisme. Elle savait que le plus difficile commençait maintenant. En sortant de la salle, elle croisa plusieurs regards. Certains toujours sceptiques, d'autres intrigués, mais aucun ne l'ignora. Plus personne ne pouvait prétendre ne pas savoir qui elle était. Elle retourna à son poste comme si de rien n'était. Elle nettoya une salle de réunion, changea une poubelle, salua un collègue qui n'osa pas répondre. Mais dans l'ascenseur, un jeune stagiaire lui glissa, à voix basse, « C'était bien ce que vous avez fait. On en avait besoin. » Et pour la première fois depuis des semaines, Élise sourit sans retenue, pas parce qu'elle se sentait victorieuse, mais parce qu'elle se sentait utile. Elle ne cherchait pas à gravir les échelons, elle cherchait à ouvrir une voie. Et cette voie, fragile encore, venait d'être officiellement ouverte. Les semaines qui suivirent la réunion marquèrent un tournant discret mais décisif dans la vie interne de l'entreprise. Ce que certains avaient qualifié de lubie passagère ou de stratégie de communication hasardeuse prenait désormais la forme d'un programme structuré. Élise, placée à la tête du groupe de travail transversal, organisa les premières rencontres avec une rigueur inattendue. Elle ne cherchait pas à séduire ni à impressionner. Elle avançait avec méthode, détermination et surtout une capacité rare à écouter sans juger. Loin des grandes annonces et des slogans creux, elle mettait en œuvre un changement fondé sur l'action concrète.
Chaque semaine, elle réunissait dans une salle différente des groupes composés d'employés issus de divers services. Aucun ordre du jour figé, mais un fil conducteur constant. Que voyez-vous que personne ne veut voir? De ces réunions naquirent des dizaines de propositions. Revoir les parcours d'intégration, réorganiser les flux de travail, instaurer des temps d'échange entre services historiquement cloisonnés, améliorer les conditions matérielles dans les entrepôts. Certaines idées semblaient trop simples pour être prises au sérieux, et pourtant une à une, elles étaient documentées, comparées, puis intégrées dans un plan d'action. Antoine suivait de près l'évolution du projet. Il participait parfois à certaines réunions, toujours discrètement, sans prendre la parole. Il se contentait d'observer, de noter, d'encourager sans s'imposer. Sa manière de faire avait changé. Moins verticale, moins fondée sur la hiérarchie. Ce glissement était discret, mais il était noté. Plusieurs directeurs, voyant l'influence croissante d'Élise, modifièrent à leur tour leur méthode, parfois par conviction, souvent par adaptation stratégique. Mais c'est dans la culture générale de l'entreprise que le changement fut le plus visible. Dans les couloirs, les agents d'entretien, autrefois ignorés, commencèrent à être salués. Certains employés, sans raison apparente, proposèrent de l'aide pour des tâches basiques. Les pauses déjeuner se firent moins segmentées. On vit, pour la première fois depuis des années, un chef de service s'asseoir à la même table qu'un magasinier. Ces gestes, minimes, n'étaient pas organisés. Ils naissaient d'un climat nouveau, d'une modification lente de la perception. Élise, de son côté, continua à vivre dans son studio de Montreuil. Elle n'accepta aucune promotion de façade. Elle refusa un bureau personnel, préférant un espace partagé. Elle continua, malgré tout, à effectuer quelques services de nettoyage, un soir par semaine. Non par nostalgie ou par provocation, mais parce qu'elle considérait ce lien comme essentiel. Elle voulait garder un pied dans la réalité. Continuer à observer, à comprendre les dynamiques invisibles. Un jour, sans prévenir, elle proposa une nouvelle idée à Antoine. Créer une ligne de vêtements inspirée de l'histoire de l'entreprise, mais conçue et fabriquée par des artisans locaux. Pas une ligne de luxe. Une ligne utile, belle, durable, pensée pour valoriser le geste, le savoir-faire, la mémoire. Il hésita d'abord. Ce n'était pas dans le cœur de métier. Mais elle insista. Ce serait un projet pilote, porté par une logique différente, cohérente avec la démarche globale de transformation. Elle lui parla alors de Colette. Antoine connaissait déjà son nom, pour avoir entendu parler d'elle lors des premiers échanges. Mais il n'avait jamais imaginé l'impliquer directement. Élise organisa une rencontre. Dans le petit appartement de Saint-Denis, les deux se découvrirent autour d'un café tiède et d'un carnet de croquis anciens. Colette parla peu mais montra. Des broderies, des ourlets invisibles, des techniques oubliées. Antoine comprit que cette femme, ignorée depuis des décennies, détenait un savoir irremplaçable. Le projet fut lancé. Une équipe réduite, un atelier en périphérie, un budget limité mais suffisant. Colette accepta de le diriger. Elle forma des jeunes en apprentissage, recruta des couturières expérimentées, mises de côté par les grandes maisons. La première collection, sobrement intitulée Mémoire, sortit 6 mois plus tard. Elle ne fit pas la une des magazines. Elle ne fut pas vendue dans les grands magasins. Mais elle rencontra un succès discret, sincère. Elle toucha une clientèle fatiguée du superflu. Dans le même temps, les tensions internes commencèrent à diminuer. La directrice des ressources humaines, Claire Morel, dont l'opposition aux réformes était devenue un frein, fut discrètement transférée dans une filiale à l'étranger. Elle n'émit aucune protestation publique. Elle comprit que le vent avait tourné. Son départ fut accueilli par un soulagement discret, mais palpable. Un nouveau directeur fut nommé, plus jeune, plus ouvert, qui prit rapidement contact avec Élise pour comprendre les nouveaux équilibres. La presse spécialisée, longtemps silencieuse, commença à s'intéresser au cas de l'entreprise. Plusieurs articles parurent, parlant d'une transformation venue du bas, d'un management humanisé, d'un changement de paradigme. Antoine et Élise furent sollicités pour des interviews, mais refusèrent dans un premier temps. Ils voulaient consolider le fond avant d'exposer la forme. Ce choix renforça encore leur crédibilité. Dans les bureaux, une exposition permanente fut installée, retraçant les étapes de la transformation. Pas de portraits, pas de discours, juste des objets, des notes, des extraits de témoignages. Parmi eux, la robe d'Élise, celle transformée par Colette, fut installée derrière une vitre, avec une simple phrase «
Le changement commence parfois par ce que l'on porte. Elle ne cherchait pas à symboliser un miracle, mais à rappeler que le regard posé sur quelqu'un peut être modifié par ce qu'il ou elle incarne. La relation entre Élise et Antoine évolua aussi, toujours professionnelle, empreinte de respect mais teintée d'une complicité nouvelle. Ils se voyaient souvent, travaillaient ensemble, se parlèrent de tout, parfois de rien. Aucun d'eux ne chercha à nommer ce lien. Ils avançaient à leur rythme, conscients que ce qui les unissait dépassait les catégories habituelles. Pas de promesses, pas d'attente figée, juste une présence continue. Élise ne se considérait toujours pas comme une dirigeante. Elle disait souvent qu'elle n'avait rien inventé, qu'elle avait simplement écouté, qu'elle avait dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Mais ce que personne ne pouvait nier, c'est qu'autour d'elle, les choses avaient changé. Pas par miracle, pas par magie, mais par le travail, la clarté, l'écoute. Et tout avait commencé par une robe grise, une robe héritée, portée, transformée. Non pour paraître, mais pour exister. Même après avoir été propulsée à la tête d'un projet qui avait redéfini l'orientation de toute l'entreprise, Élise ne céda jamais à la tentation de se couper de son point de départ. Elle restait fidèle à ses gestes d'origine, à sa routine modeste, à son regard attentif sur ce que les autres ne voyaient pas. Le bureau qu'elle occupait, modeste et partagé avec 2 autres collaborateurs, n'avait rien de prestigieux. Elle refusait les décorations inutiles, les titres pompeux, les privilèges souvent proposés à ceux qui accédaient à son niveau de responsabilité. Elle tenait à rappeler que ce qu'elle faisait n'était pas une ascension, mais une continuité. Et cette continuité l'obligeait à maintenir un lien fort avec celles et ceux qu'elle avait côtoyés dans les couloirs, balai en main, pendant des années. Elle retourna régulièrement dans les vestiaires du personnel de nettoyage, pas comme une superviseure, comme une ancienne collègue. Elle apportait parfois du café, parfois rien d'autre que sa présence. Elle écoutait, posait des questions, prenait des nouvelles. Elle savait que la confiance se construisait dans la constance, dans les petits gestes répétés. Peu à peu, les barrières tombèrent. Les premières réserves, les soupçons, les jalousies même, cédèrent la place à une forme de respect calme. On comprit qu'elle n'avait pas oublié, qu'elle ne jouait pas un rôle. Elle ne prétendait pas être restée la même. Elle assumait le changement, mais en refusait les ruptures artificielles. Avec le temps, Élise proposa à la direction de mettre en place un fonds interne destiné à financer la formation continue des employés invisibles. Personnel d'entretien, sécurité, maintenance, réception. Elle voulait que ceux qui le souhaitaient puissent acquérir de nouvelles compétences, envisager d'autres parcours, sans être contraints de renoncer à leur poste pour cela. Elle présenta le projet non comme une politique sociale, mais comme un investissement stratégique. Donner de la perspective, c'était aussi fidéliser, renforcer les équipes, valoriser les savoirs. Le projet fut accepté. Un programme fut lancé sous le nom de Racine, imaginé pour permettre à chacun de développer son potentiel sans renier son histoire. Plusieurs ateliers furent créés. Langue, informatique, expression orale, gestion de projet, couture, artisanat. Les cours se tenaient après les horaires de travail, avec des intervenants rémunérés, dans des salles mises à disposition par l'entreprise. Élise y participait souvent, non comme organisatrice, mais comme observatrice active. Elle prenait des notes, interrogeait les participants, identifiait les freins. Elle ne cherchait pas à tout résoudre seule. Elle savait écouter les retours, ajuster les dispositifs, modifier ce qui ne fonctionnait pas. Parmi les premières inscrites, il y avait Soraya, celle qui, 1 an auparavant, l'avait critiquée ouvertement. Elle s'excusa un jour, brièvement, dans un couloir, pas par culpabilité, mais par honnêteté. Elle reconnut qu'elle n'avait pas compris ce qu'Élise essayait de faire, et qu'elle l'avait jugée trop vite. Élise accepta l'excuse avec simplicité. Elle n'attendait pas d'admiration. Elle voulait juste que les portes restent ouvertes. Les anciens collègues d'Élise commencèrent à trouver leur place dans cette nouvelle dynamique. Mehdi suivit une formation en maintenance avancée. Une autre collègue, Fatou, se lança dans un projet de médiation entre services. Le climat dans les étages évolua encore. Les silences d'ascenseur se faisaient moins lourds, les gestes de reconnaissance plus fréquents. Et dans les réunions stratégiques, on commença à entendre des références au retour de terrain, à citer des remarques formulées par des agents jusque-là ignorés. Antoine, en observant ce mouvement,
comprit que le vrai changement ne venait pas des réformes structurelles, mais de ces liens renoués, de ces histoires tissées à nouveau. Il continua à travailler étroitement avec Élise, mais à distance respectueuse. Il ne cherchait pas à récupérer l'initiative. Il en était le garant, mais pas le moteur. Leur relation, elle aussi, s'était transformée. Elle n'était toujours pas définie par des mots. Ils partageaient des dîners, parfois des balades à pied à la tombée du jour, sans jamais évoquer ce que cela représentait. Ils avançaient côte à côte, parfois dans le silence, parfois dans des discussions intenses. Il la soutenait, elle le provoquait. Ils se complétaient dans leurs contradictions. Élise, de son côté, ne cherchait pas à accélérer les choses. Elle apprenait à trouver un équilibre entre sa vie privée et cette responsabilité nouvelle. Elle protégeait ses espaces de solitude, ses moments de lecture, ses trajets solitaires dans le métro. Elle ne participait pas à toutes les conférences, refusait certaines invitations. Elle voulait rester en prise avec le réel, avec la matière du quotidien. Un jour, elle proposa de réorganiser les parcours d'intégration des nouveaux employés. Elle suggéra que chaque nouvel arrivant, quel que soit son niveau, passe une demi-journée avec un membre du personnel opérationnel. Non comme une immersion symbolique, mais comme une vraie rencontre. L'idée fut accueillie avec scepticisme au départ. Mais après un essai pilote, les retours furent unanimes. La compréhension mutuelle s'en trouvait renforcée. Les décisions devenaient plus cohérentes, les conflits moins fréquents. Le programme fut généralisé. Élise ne voyait pas cela comme une victoire personnelle. Pour elle, c'était la simple preuve que les liens se reconstruisent quand on les considère comme des ponts et non comme des murs. Elle parlait souvent de racines, non comme d'un ancrage fixe, mais comme de points de départ. Elle disait que chacun devait pouvoir se sentir légitime d'avoir une histoire et que cette histoire soit considérée comme une ressource, pas comme un handicap. À mesure que les mois passaient, elle devint un repère pour beaucoup. Non une figure idéalisée, une présence. Une preuve vivante que la transformation est possible, même dans les environnements les plus figés, et que cette transformation ne dépend ni du pouvoir ni du prestige, mais d'un regard posé autrement, d'un lien recréé. Et tout ce qu'elle avait mis en œuvre, elle l'avait fait sans jamais renier son point de départ, sans jamais effacer son histoire. Elle avait bâti quelque chose, non pas en s'élevant au-dessus des autres, mais en tendant la main à ceux qu'on ne regardait jamais. Elle n'avait pas remplacé les anciens modèles par un nouveau modèle. Elle avait ouvert un passage. Et ce passage était désormais emprunté par d'autres. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le gala qui avait marqué le point de bascule. L'entreprise, autrefois rigide dans ses rituels, s'était adaptée progressivement à une logique de mouvement, d'écoute, de questionnement. Rien n'avait été révolutionnaire dans la forme. Les bureaux étaient toujours là, les plannings toujours affichés, les réunions toujours tenues à heure fixe. Mais la manière dont les individus interagissaient, se saluaient, échangeaient, avait changé. On ne parlait plus uniquement de chiffres, de campagnes, de performances. On parlait aussi de sens, de cohérence, de trajectoires humaines. Et dans cette transformation invisible mais tangible, le nom d'Élise Laurent revenait souvent, non comme une légende, mais comme un point de référence. Un matin comme un autre, une nouvelle recrue arriva au sein de l'équipe de nettoyage. Elle s'appelait Lina, 22 ans, timide, plutôt réservée, vêtue d'un manteau trop grand et d'un bonnet gris élimé. Elle traversa les couloirs avec prudence, tenant son seau à 2 mains, cherchant des repères dans un environnement qui semblait immense. Elle avait reçu une formation rapide, quelques instructions, mais personne ne lui avait vraiment expliqué comment se comporter dans cette entreprise. Elle comprit vite qu'il valait mieux être discrète, ne pas parler trop fort, ne pas s'attarder. Dans l'ascenseur, elle regardait le sol. Dans les vestiaires, elle occupait toujours le coin le plus éloigné. Un soir, alors qu'elle terminait sa tournée dans l'un des étages supérieurs, elle croisa Élise. Elle ne savait pas qui elle était. Elle avait entendu quelques bribes de conversation, quelques surnoms, mais rien de très clair. Ce qu'elle voyait, à cet instant précis, c'était une femme qui lui ressemblait. Pas dans l'apparence, mais dans l'attitude. Une manière d'être à la fois présente et discrète. Une façon de marcher qui n'imposait rien, mais qui affirmait quelque chose. Élise s'approcha, un dossier sous le bras. « C'est ta première semaine ici, non ?» Lina hocha la tête, surprise qu'on lui adresse la parole. « Tu t'appelles Lina, c'est ça ?» Elle confirma, à peine audible. « Si jamais tu as des idées, n'hésite pas à venir me voir. » Lina resta silencieuse.
Elle ne comprenait pas ce que cette phrase signifiait réellement. Elle acquiesça par politesse, pensant que c'était un mot gentil sans suite. Elle ne savait pas encore que cette femme qui venait de lui parler n'était pas une collègue ordinaire, ni une cadre traditionnelle. Elle ne savait pas encore que cette proposition, anodine en apparence, pouvait changer le cours de sa propre trajectoire. Mais quelque chose dans le ton d'Élise, dans la façon dont elle avait dit « si jamais tu as des idées », resta dans son esprit. Ce soir-là, Lina rentra chez elle, dans une chambre étroite partagée avec sa sœur. Elle se souvenait de cette phrase, encore et encore. Ce n'était pas une question, pas une promesse, c'était une autorisation. Et dans un monde où les jeunes comme elle n'en recevaient presque jamais, cela avait une valeur inestimable. Pendant ce temps, au siège de l'entreprise, une nouvelle campagne interne était en préparation. Pas une campagne commerciale, une initiative de communication centrée sur l'histoire de la transformation. Le département marketing voulait en faire une vidéo, un livret, une série de portraits. Élise refusa que son visage apparaisse. Elle proposa autre chose, une fresque collective, une composition graphique installée dans le hall principal, construite à partir des objets du quotidien des employés. Pas des portraits figés, des traces de gestes, un chiffon de nettoyage, une radio d'entrepôt, un clavier usé, une paire de ciseaux, une clé de sécurité, une boîte de thé. Chacun de ces objets portait une histoire, un lien, une main. Au centre de la fresque, une photographie fut encadrée, celle d'une femme debout devant un miroir. Elle ne regardait pas l'objectif, elle regardait son propre reflet, dans une robe grise, simple, brodée à la main. L'image était nette, sans filtre. En bas, une phrase imprimée discrètement, « La beauté commence quand on voit ce qui a toujours été là ». Le jour de l'inauguration, les employés se rassemblèrent dans le hall. Antoine prit la parole brièvement, remercia chacun pour son engagement, rappela que le changement n'avait pas de visage unique, mais des milliers de voix. Il ne mentionna pas Élise par son nom. Ce n'était pas nécessaire. Tout le monde savait. Après le discours, les gens défilèrent devant la fresque. Certains restaient de longues minutes, d'autres passaient rapidement, mais tous s'arrêtaient un instant. Le hall, autrefois lieu de passage pressé, était devenu un espace de mémoire active. Lina, elle, passa aussi. Elle s'approcha de la photographie au centre. Elle reconnut la robe. Elle reconnut le regard. Et soudain, elle comprit. Cette femme qui lui avait parlé quelques jours plus tôt lui avait ouvert une porte sans le dire. Elle n'était pas seulement un cadre, ni un modèle. Elle était la preuve que le possible existe. Élise, à ce moment-là, était dans un autre bâtiment en réunion avec une équipe de logistique. Elle parlait d'un nouveau projet de recyclage des emballages, d'un programme de redistribution des invendus, d'un partenariat avec des associations locales. Son ton était calme, son regard attentif. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle posait des questions, elle écoutait, elle proposait. Et c'est ainsi qu'elle avait toujours fonctionné. Dans le silence, dans la cohérence, dans la fidélité à ce qu'elle savait vrai. La robe de sa mère, soigneusement conservée, ne servait plus à s'habiller, mais elle avait donné naissance à une manière de se tenir, de marcher, de parler. Elle n'était pas le point de départ d'une success story, elle était le symbole d'un refus de l'effacement. Élise n'avait pas cherché à briller, elle n'avait pas cherché à conquérir. Elle avait voulu exister dans un monde qui l'avait longtemps rendue invisible. Et ce faisant, elle avait permis à d'autres de faire de même. Elle était au fond la femme que personne n'avait vue arriver. Et désormais, personne ne pouvait plus faire semblant de ne pas la voir.